D'abord, bonjour à tous, et puis merci au comité d'organisation et en particulier à Thierry Maisonneuve de m'avoir convié à vous parler d'anatomie et surtout d'avoir accepté de mettre dans le document que vous avez pu que vous avez sous les yeux, de mettre les illustrations. C'est pas toujours facile et je pense que l'outil didactique était important dans ce domaine. Alors, anatomie et ENMG, ça paraît une évidence. Personne ne va contredire le fait qu'il faut connaître l'anatomie pour pratiquer le NMG. Néanmoins, on s'aperçoit en creusant un tout petit peu qu'il y a quand même des zones d'ombre par rapport aux connaissances anatomiques des praticiens. Et dans le topo qu'on va voir ensemble, j'aimerais insister sur certains points qui vont recouper à la fois l'anatomie de surface, l'anatomie topographique, qu'est-ce qu'on a sous le stimulateur, qu'est-ce qu'on a sous l'aiguille, qui va recouper l'anatomie fonctionnelle, comment on va se retrouver dans les zones où tous les muscles sont mêlés et comment on va les activer. Et puis, je vais vous montrer quelques images aussi, parce que je pense que pas forcément beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce qu'est un muscle tibal postérieur ou ce qu'est un muscle trapèze supérieur, son millimètre d'épaisseur. Et il suffit d'avoir vu une fois pour comprendre qu'on passe à travers sans même pouvoir l'enregistrer. Et je pense que c'est très important d'avoir cette vision dans la transmission du message pédagogique. Alors, le premier point, c'est un point sur lequel on ne devrait pas avoir à revenir, c'est le point de la terminologie. Donc vous savez qu'on doit utiliser la nouvelle terminologie anatomique. Alors c'est un terme un petit peu rigolo, cette nouvelle terminologie, ça fait plus de 40 ans qu'elle est appliquée. Les pays francophones ont fait une exception culturelle en conservant une terminologie qui n'est pas la bonne, les troncs secondaires antéro-externes, le muscle grand palmaire, le cubitus, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc on doit adopter la nouvelle terminologie, c'est un point qui devrait être acquis, d'autant plus que vous le savez, c'est la terminologie internationale, donc on a besoin d'échanger dans un langage commun. Et on ne fait pas injure à nos racines francophones, puisque la terminologie nouvelle et terminologie internationale, c'est du latin. Donc on n'est pas obligé de parler en latin, mais on peut parler en latin francisé, fléchisseur radial du carpe. Donc c'est pas faire injure à la langue française que d'utiliser cette terminologie internationale. Donc il y a la forme du langage et puis il y a aussi le fond. Et je vais prendre un exemple qui, moi, m'a toujours perturbé et qui est toujours perturbant quand nos jeunes collègues nous posent la question, c'est l'utilisation un petit peu anormale et abusive du terme racine dans la terminologie électromyographique. On a tous l'habitude d'utiliser ces termes, racine, radiculopathie, et malheureusement, ces termes ne sont pas synchrones entre la structure anatomique et le concept électroclinique qu'on va mettre derrière. Donc je vous ai remis ici sur cette image la définition anatomique du nerf spinal et de ses racines. Vous voyez la racine ventrale motrice, la racine dorsale sensitive et son ganglion, et puis ce nerf spinal qui va sortir du canal vertébral et qui va se diviser rapidement en une branche ventrale qui va au plexus et une branche dorsale métamérisée qui va dans les muscles paravertébraux. Donc ça, c'est très clair, on voit à quoi correspond le nerf spinal, on voit à quoi correspondent les racines, mais malheureusement pour nous, et ce n'est pas forcément une erreur ou quelque chose qui est aberrant, mais on a besoin de connaître cette différence de définition. En ENMG, on est sur une situation, vous le voyez, on a utilisé le terme radiculopathie, le terme de souffrance radiculaire, pour inclure à la fois les racines anatomiques vraies, mais également le nerf spinal. C'est-à-dire quand on parle de radiculopathie, c'est ce complexe anatomique qui est en cause, et ça vient du fait d'une constatation très simple, c'est qu'il n'y a pas d'entité électroclinique qui est rattachée au nerf spinal. Donc on a élargi ce concept de souffrance radiculaire, de radiculopathie à cet ensemble anatomique, et on voit apparaître simplement ensuite le plexus, et on va utiliser le terme de plexopathie. La branche dorsale du nerf spinal qui est ici étant une forme de séparation, de ligne de démarcation entre les plexus et les racines. Donc il faut être conscient de ça, qu'on a une utilisation abusive de ce terme racine et qu'on ne parle pas de la même chose en anatomie et en ENMG. C'est d'autant plus important qu'il y a un certain nombre d'aphorismes électriques qu'on enseigne tous, qui sont basés sur cette différenciation, en particulier le rôle de démarcation de cette branche postérieure du nerf spinal qui permet de définir en amont ou en aval la lésion considérée, et puis bien sûr la présence ou l'absence du potentiel de nerf sensitif suivant qu'on est préganglionnaire ou postganglionnaire, mais cette fois sur la vraie racine, sur la racine anatomique.
Donc je voulais vous donner cet exemple pour vous montrer qu'on a parfois des abus de langage et qu'on n'est pas toujours en adéquation entre les structures anatomiques et l'électroclinique, même si ça n'impacte pas fondamentalement nos concepts et nos manières de voir. Il faut être conscient de ça et pouvoir l'expliquer à nos jeunes collaborateurs. Le terme racine, il est également utilisé dans le plexus brachial. Donc là, c'est par contre une erreur, il n'y a absolument aucune racine dans le plexus brachial, ou dans un quelconque plexus d'ailleurs. Et le plexus brachial est certainement la structure anatomique qui est la plus malmenée sur le plan de la terminologie. Hormis le fait de l'utilisation des anciennes terminologies, tronc secondaire, tronc primaire, etc., la conceptualisation même anatomique du plexus brachial est souvent erronée. Donc je vous ai remis ici la manière dont il faut voir les choses. C'est relativement simple. Le nerf spinal va laisser partir sa branche postérieure. La branche ventrale va participer à la constitution des troncs du plexus. Vous voyez qu'il se divise pour former ses troncs, supérieur, moyen et inférieur. Le point de repère topographique des troncs, vous le savez, c'est le défilé interscalénique. C'est notre point de repère. Les troncs vont se diviser eux-mêmes de manière un peu plus complexe en faisceaux. Et vous allez retrouver ici les faisceaux qui viennent entourer l'artère subclavière. Et le point de repère des faisceaux, c'est le muscle petit pectoral. C'est le tendon du muscle petit pectoral qui recouvre ces faisceaux. C'est la délimitation et on n'a pas besoin d'utiliser une terminologie en supra- et infraclaviculaire qui est une ligne horizontale alors qu'on va du proximal en distal. Donc, si on utilise cette terminologie et cette organisation anatomique, on peut s'y retrouver facilement sans avoir besoin d'insérer dans cette conception le terme de racine. Il n'y a pas de racine dans les plexus. Et ça nous permet également de placer les branches collatérales, parce que là aussi il y a des aphorismes qu'on utilise par rapport à ce plexus, suivant l'origine de ces branches collatérales. Et on va rappeler qu'il y a des branches proximales très importantes sur les branches ventrales des nerfs spinaux, comme le nerf thoracique long, qu'on va utiliser beaucoup dans la différenciation topographique. Il y a des branches qui vont naître des faisceaux, comme le nerf l'anse des pectoraux, les nerfs pectoraux. Et puis, il y a bien sûr les branches terminales, qui sont les seules à aller sur le membre supérieur, donc au bras, à l'avant-bras, et à la racine de l'épaule et à la main. Donc, nerf médian, nerf ulnaire, etc. Donc, je pense qu'il faut avoir les idées claires. Et le plexus brachial en est un bon exemple. Si on veut passer les messages, si on veut comparer notre conception des choses, il faut utiliser la bonne terminologie et la bonne conception anatomique qui n'est pas forcément compliquée, mais qui est reproductible. Alors un autre point dans ce tour d'horizon qu'on est en train de faire sur l'anatomie, j'ai tenu à insérer ici quelques informations sur l'anatomie topographique et l'anatomie fonctionnelle de la région latérale du cou. Alors les injecteurs de toxines connaissent bien cette région, les EMJ purs peut-être un peu moins bien, et on a la chance, et c'est un exemple, d'avoir à ce niveau des repères de surface qui sont très fiables et qui sont des repères musculaires. Donc ces repères musculaires nous permettent d'avoir immédiatement sous les doigts les muscles que l'on va explorer à l'aiguille en électromyographie détection. Le point de repère important, c'est ce qu'on appelle le triangle postérieur du cou. Ce triangle postérieur, vous l'avez sous les yeux, il est fait en avant du muscle sternocléidomastoïdien, en arrière du muscle trapèze supérieur, en bas de la clavicule, dans son tiers moyen, et au-dessus de la mastoïde. Quel est l'intérêt de connaître cette délimitation, hormis de repérer les muscles que je viens de vous citer, ce qui n'est pas toujours facile, en particulier pour le muscle trapèze supérieur, puisque c'est un muscle qui fait environ 1 mm d'épaisseur, donc c'est quelque chose de vraiment très fin. Et quand on dit c'est le muscle du galbe de l'épaule très développé chez les sportifs, c'est un drap posé sur l'épaule. Le galbe de l'épaule, il est fait par les muscles sous-jacents, donc c'est très difficile de piquer un trapèze supérieur. Mais l'intérêt du triangle postérieur du cou, c'est d'aller repérer ce muscle qui occupe le tiers moyen du triangle, qui est le muscle élévateur de la scapula, qui est un muscle intéressant puisque c'est un C4 radiculaire dominant, innervé par le nerf dorsal de la scapula et qu'on va utiliser dans le diagnostic différentiel dans les paralysies du muscle diaphragme thoraco-abdominal lorsqu'on va nous demander si on est plutôt sur une atteinte radiculaire ou sur une atteinte tronculaire. Donc on peut utiliser dans ce tiers moyen du triangle postérieur du cou le muscle élévateur de la scapula. Donc ça c'est un repère topographique, c'est un exemple simple de ce que peut amener l'anatomie de surface à notre pratique.
Et ce triangle postérieur, vous l'avez sous les yeux, voilà différents exemples, vous les reconnaissez facilement avec les repères que je viens de vous donner, l'élévateur scapula. Évidemment, c'est encore plus facile si vous avez un patient myopathique, puisqu'on va avoir des muscles qui vont se dessiner encore mieux. Et puis dans certains cas, on va avoir des patients comme le patient de droite ici, qui va être beaucoup plus difficile à explorer, et on aura besoin de repères. Et c'est là qu'il faut connaître non plus l'anatomie de surface, elle nous est que moyennement utile, mais l'anatomie fonctionnelle. Et on a besoin, lorsqu'on met une aiguille dans cette région du galbe de l'épaule, de savoir qu'est-ce qu'on va avoir sous l'aiguille et comment on va pouvoir différencier les 3 couches musculaires superposées, à savoir le trapèze supérieur, l'élévateur de la scapula, et quand on est un petit peu plus latéral, le muscle supraépineux. Donc il va falloir activer les muscles pour enregistrer cette activité et définir le muscle. Et vous savez que si on fait lever l'épaule, l'aiguille va bouger, tout disparaît d'un coup. Donc on va utiliser la rotation de la tête. Et ça, c'est quelque chose que moi j'utilise fréquemment lorsqu'on est un petit peu perdu dans le galbe de l'épaule. Et je vous rappelle que si, lorsque le sujet tourne la tête en contrôle latéral, on a une activation musculaire, c'est le trapèze supérieur. Si ça s'active en homolatéral, lorsqu'on a une rotation de la tête, on est dans l'élévateur de la scapula. Et puis évidemment, si on est un petit peu plus latéral, et un peu plus profond, lorsqu'on va débuter une abduction du membre supérieur, on est dans le supraépineux. Donc la connaissance de l'anatomie fonctionnelle, la connaissance de la fonction normale des muscles vous permet, dans ce type de situation de muscles superposés, de vous y retrouver. Voilà les IRM que vous avez l'habitude de voir, avec cette superposition musculaire dans la partie médiale et dans la partie latérale. Et lorsqu'on a l'aiguille dans ces couches musculaires, on a besoin de repères pour s'y retrouver. Autre exemple d'anatomie de surface pratique, c'est ce qui va se passer au niveau de la face ventrale du poignet. On va mettre très fréquemment notre stimulateur à cet endroit. Il faut connaître les repères pour éviter d'avoir des mauvaises surprises ou de stimuler, évidemment, vous le savez, plusieurs nerfs à la fois si on monte un petit peu. Je vous ai remis, vous l'avez à disposition dans l'ouvrage qui vous a été proposé, les différents repères, on ne va pas y revenir. J'aimerais simplement insister ici, à partir de cette dissection anatomique que vous avez sous les yeux, sur les repères tendineux. Il y a 3 repères tendineux importants qu'il faut connaître, qui vont du dehors vers le dedans, qui vont être constitués ici par le tendon du fléchisseur radial du carpe, le tendon du muscle long palmaire et le tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. L'importance de connaître ces tendons, c'est de repérer les nerfs, puisque vous savez que le nerf médian va passer en diagonale entre le muscle fléchisseur radial du carpe et le muscle long palmaire, et le nerf ulnaire va se trouver caché en profondeur du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Donc on a besoin parfois avec le stimulateur d'aller pousser un peu ce tendon pour éviter les artefacts que vous connaissez. Donc c'est le moyen de repérer ces structures en rappelant évidemment que dans la partie la plus latérale, on est au niveau de l'artère radiale à proximité de la styloïde radiale. Donc ça permet, c'est possible de visualiser sur l'anatomie de surface, c'est très facile à voir. Voici ici 2 poignets normaux sur lesquels on va faire apparaître le positionnement du nerf médian et du nerf ulnaire. L'artère radiale est à ce niveau. Et puis si on a la chance, comme dans ce cas-là, d'avoir un bon tendon du fléchisseur ulnaire du carpe, on va voir le nerf ulnaire en profondeur et il suffira d'aller écarter un petit peu ce tendon pour effacer cet artefact de stimulation. Vous savez aussi que la face ventrale du poignet, c'est certainement une des zones les plus variables du corps humain. On reparlera en terminant de ce qu'il faut penser des variations, mais c'est important de connaître à ce niveau les variations. La plus fréquente, c'est l'absence de long palmaire, bien sûr, il n'y a pas de tendon. En ordre de fréquence, la deuxième variation, c'est celle-là, c'est la présence du muscle long palmaire inversé, qui est très fréquent, c'est à peu près 30 à 40% de la population. Faites le test sur vous, vous allez voir, ça c'est mon poignet à droite avec un long palmaire inversé. Et donc, quel est l'intérêt de connaître ça? Ça va modifier nos repères. Le nerf médian va être beaucoup plus difficile d'accès. Ça va être aussi un problème pour le chirurgien lorsqu'il va aller mettre le bistouri là au milieu. Et ça peut induire une autre forme de pathologie qui est la compression du nerf médian, non pas au niveau du tunnel tarsien, mais au-dessus du tunnel tarsien par l'hypertrophie de ce muscle qui peut s'hyper-développer dans les activités répétitives, en particulier sportives, et venir comprimer. Donc un long palmaire
Le voilà, hein, le long palmaire standard que vous connaissez, avec son corps musculaire et son tendon, le repérage du nerf médian dans la partie basse. Le long palmaire inversé, c'est ça, c'est-à-dire que le corps musculaire est en bas, le tendon est en haut, et lorsque vous mettez un coup de sonde échographique là au milieu, eh bien vous allez voir qu'il y a ici, ça c'est le tendon du fléchisseur radial du carpe, voilà ici le corps musculaire du long palmaire inversé, et en cas d'hypertrophie, eh bien ça va venir pousser sur le nerf médian qui est en dessous. Donc cette zone de la face ventrale du poignet, on l'utilise tous les jours, très fréquemment, et elle est aussi très variable, donc c'est important d'avoir ces éléments et de connaître d'autres sources de pathologie. Et les chirurgiens sont de plus en plus sensibles à ces compressions se plaçant avant le tunnel tarsien, avec des surprises de muscles aberrants et variables. Alors un mot bien sûr sur les muscles difficiles. Alors entre guillemets, il n'y a pas de muscles difficiles en électromyographie, il n'y a que des muscles profonds ou des muscles cachés, mais il n'y a pas à proprement parler de muscles difficiles. Et là encore, je pense que dans la démarche, le fait d'avoir vu au moins une fois ce qui se situe et comment sont organisés les muscles sous la peau permet de dédramatiser la plupart des situations. Il n'y a rien d'inaccessible, mais je pense qu'on se trompe fréquemment. Alors maintenant, un petit peu moins, parce que quand on a un doute, on met un coup de sonde d'échographie, mais on s'est trompé, en tout cas fréquemment, de muscles dans ces muscles profonds dits difficiles. J'ai choisi deux exemples dans cette présentation. Le premier, ça concerne les muscles de la langue. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser des muscles de la langue, puisque vous savez que la langue, c'est un complexe musculaire qui regroupe 17 muscles. Il y a 8 muscles pairs et un muscle impair horizontal à la surface du dos de la langue. Et la première question, c'est quel muscle on va explorer ? Quel muscle choisir dans cet ensemble musculaire ? Et c'est le choix du muscle qui va conditionner la voix d'abord pour aller étudier la langue. Donc, personnellement, je pense qu'il faut choisir le muscle le plus gros, le plus volumineux, et celui qui va s'exprimer cliniquement, celui qu'on va observer à l'examen clinique. Et ce muscle-là, c'est le muscle génioglosse. Le génioglosse, c'est un muscle en éventail qui va partir de la base de la langue, qui va venir se répartir dans tout le corps musculaire de la langue. Et cliniquement, c'est celui qui donne les signes que l'on observe à l'examen, c'est-à-dire que c'est un protracteur. Et lorsqu'il est défaillant d'un côté, vous voyez que c'est ce muscle-là qui va faire dévier la langue du côté de la paralysie. Donc je pense que la cible, c'est le muscle génioglosse. Et le muscle génioglosse, il est en situation inférieure. Son corps musculaire le plus volumineux vient se placer dans cette zone basse de la langue. Donc il va falloir, à mon avis, privilégier une voie inférieure qui va nous faire traverser le plancher de la bouche, qui est une traversée absolument sans risque, puisqu'il n'y a sur le trajet de l'aiguille aucune structure vasculaire ni aucune structure nerveuse, il n'y a que des muscles. Donc il suffit de regarder la superposition de ces muscles pour se rassurer par rapport à ce trajet. La seule difficulté, c'est de bien être sûr qu'on est dans le génioglosse, puisque vous savez que les muscles du plancher de la bouche sont des muscles qui sont innervés par le 5-3 et non pas par le 12, donc on peut faire là aussi des erreurs. Donc voilà les trois muscles superposés. La couche superficielle, c'est le muscle, c'est ce qu'on appelle le ventre antérieur du muscle digastrique, ce sont évidemment des muscles pairs. La couche intermédiaire, c'est les deux muscles myloïdiens qui vont être rattachés sur la ligne médiane par un raphet tendineux. Et la couche profonde, c'est le muscle génioïdien qui n'appartient pas encore à la langue, mais qui appartient au plancher de la bouche. Donc il faut traverser cette couche musculaire, qui est très mince en fait. Ce qui va nous créer un obstacle en épaisseur, c'est le double menton, c'est-à-dire c'est la couche de graisse qui va être sous le plancher de la bouche, qui est plus volumineuse et plus épaisse que cette petite pellicule musculaire superposée. Alors il faut latéraliser évidemment la mise en place de l'aiguille, puisque le génioglosse est un muscle pair et il est atteint d'un côté et pas de l'autre, en règle générale, ou il peut être dans certaines maladies évidemment des deux côtés, mais il faut latéraliser ce côté, et on va découvrir, en levant ici le muscle génioïdien, eh bien le muscle génioglosse dans sa base d'insertion. Et si vous regardez en coupe, vous voyez que c'est ce volumineux muscle ici, triangulaire. L'aiguille a traversé le plancher de la bouche et on se retrouve à l'intérieur du génioglosse. Et à mon avis, c'est là qu'on a le plus de chances de capter l'information. Je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser l'abord dorsale par le dos de la langue, simplement il faut avoir une aiguille suffisamment longue pour traverser les muscles superficiels qui sont des petits muscles qui ne s'activent pas bien et souvent des muscles à disposition horizontale. Donc si on veut avoir le génioglosse par le dos de la langue, il faut vraiment une aiguille très longue, donc je pense que c'est la voie inférieure qui est la plus intéressante. C'est ce genre de situation que vous connaissez, et je vous rappelle simplement que sur un plan anatomique également étiologique, la cause la plus fréquente de paralysie tronculaire
du nerf hypoglosse, c'est le conflit artère-nerf, dont vous avez déjà évidemment vu ces exemples fréquents qui atteignent le tronc du nerf 12. Deuxième exemple que je voulais vous donner par rapport au muscle dit difficile, c'est le tibial postérieur. Le tibial postérieur, c'est la même problématique, c'est un muscle profond, c'est la couche profonde évidemment de la jambe. C'est un muscle dont on connaît l'utilité compte tenu de son innervation radiculaire dominante L5 et de son innervation tronculaire tibiale dans le diagnostic différentiel entre le nerf sciatique et le nerf fibulaire commun. Donc on sait, et la racine L5, donc on sait se servir de ce muscle, il faut y arriver dans de bonnes conditions. C'est un muscle large qui est inséré sur la membrane interosseuse, sur les deux os de la jambe, qui va se terminer sous le pied, d'où son action de supination, vous connaissez tout ça. Il y a deux difficultés avec ce muscle. Hormis que c'est un muscle de la couche profonde, c'est que c'est surtout un muscle qui est à capacité, à contenance aponévrotique très importante. Si vous regardez cette dissection, ça c'est le plan superficiel, vous reconnaissez ici les gastrocnémiens, le tendon achilléen. La voie d'abord va se faire par la voie médiale, généralement à la moitié de la longueur de la jambe ou à la jonction tiers inférieur, 2 tiers supérieur. Le tibial postérieur, c'est ce muscle-là, au milieu. Vous voyez que c'est un muscle essentiellement aponévrotique. Donc il faut accéder et trouver la zone musculaire qui nous intéresse, sinon vous aurez beau faire la meilleure activation du monde, le patient aura beau faire ce qu'il veut, on n'aura pas de tracé. Les deux autres muscles de cette couche profonde de la loge postérieure, c'est le long fléchisseur de l'hallux, qui est ici, c'est un muscle énorme qui occupe les 2 tiers de cette couche profonde, qui est très facile à piquer puisqu'il recouvre tout. Il est moins utile pour nous, mais c'est le muscle principal. Et puis, c'est un petit muscle qui est en situation médiale, ici, qui est le muscle long fléchisseur des orteils, qu'il va falloir traverser pour accéder au tibial postérieur par la voie médiale. Vous reconnaissez ici une coupe de la jambe. Voilà le tibia, voilà la fibula. La partie médiale est à ce niveau. Vous voyez que l'aiguille va passer, va raser ici. Vous connaissez cette voie, bien sûr, mais regardez ce qu'il y a sous l'aiguille. Le tibia va traverser le muscle long fléchisseur des orteils, qui est un tout petit muscle, tout rikiki, comme je viens de vous le dire, avant d'arriver dans le tibial postérieur. Et vous voyez que le tibial postérieur, sa marque de fabrique, c'est cet énorme tendon au milieu. Donc il faut bouger l'aiguille, parce qu'on peut être dans la zone tendineuse et le rater totalement. Les structures à risque sont à distance. Voilà ici le paquet vasculo-nerveux. Vous voyez qu'on va passer bien en avant de ce paquet vasculo-nerveux. Et si vous mettez un coup de sonde, là aussi, vous allez retrouver le tibia, vous allez retrouver le long fléchisseur des orteils, le paquet vasculo-nerveux, et l'aiguille va rejoindre ici le muscle tibial postérieur. Donc, c'est un exemple pour vous dire qu'on dédramatise ce qui se passe sous la peau. Si on connaît, si on a en tête le parcours de l'aiguille, on est d'autant plus performant. Si on sait qu'on doit bouger l'aiguille parce qu'il y a une grande aponévrose, ça nous rassurera aussi si on a un enregistrement ou une activité qui paraît lointaine. Alors, dernier point que je souhaitais aborder par rapport à ces problématiques anatomiques, c'est la problématique des variations, qui n'en est pas une, puisque la connaissance des variations, c'est pas ça qui doit motiver la bonne connaissance de l'anatomie en EMG, c'est vraiment la pratique, c'est l'école du geste qui doit motiver cette connaissance. Les variations, elles existent. Alors moi, je suis toujours surpris par la discordance qui existe entre la fréquence des variations recueillies avec des méthodes électrophysiologiques et la fréquence des variations anatomiques. Certaines anastomoses médio-ulnaires à l'avant-bras sont tellement rares qu'elles se publient sur un plan anatomique et on nous annonce des fréquences, je ne vais pas reprendre cet exemple ici, mais qui sont parfois à 20 ou 30% sur un plan électrophysiologique. Donc il y a une vraie discordance. Visiblement, on ne parle pas de la même chose, ou alors les critères électrophysiologiques de définition des variations ne sont pas forcément les bons. Je vais prendre l'exemple du nerf fibulaire profond accessoire, qui est un exemple très anatomique, donc qui se prête bien à notre propos. Et ce nerf fibulaire profond accessoire a un très mauvais nom, puisque en fait c'est une branche du nerf fibulaire superficiel qui va s'échapper de ce nerf et qui va venir innerver le muscle court extenseur des orteils. Donc c'est un nerf qui va venir en supplément du nerf fibulaire profond dans le muscle court extenseur des orteils. Sur un plan clinique, et c'est suffisamment rare pour être signalé, ça va donner des tableaux, des petites particularités cliniques que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'observer. Par exemple, dans une atteinte du nerf fibulaire profond, si vous avez un fibulaire profond accessoire, eh bien vous aurez un stépage avec une persistance de la flexion dorsale des orteils du fait de ce rattrapage de l'innervation par cette branche nerveuse. A l'inverse, lorsque vous avez une atteinte du nerf fibulaire superficiel, eh bien vous pourrez tomber sur une paralysie inhabituelle de la flexion dorsale des orteils.
Donc c'est des petites choses qui ne vont pas nous emmener bien loin, mais ce qui explique, qui peut confirmer ou faire suspecter sur un plan clinique la présence de ce nerf. Alors, comment ça se présente sur le plan électrique? Eh bien, la réponse au niveau du col de la fibula est habituelle. La réponse au niveau du cou du pied est d'amplitude réduite, et la différence d'amplitude entre le cou du pied et la fibula va se retrouver en rétromalléolaire latéral, puisque ce nerf fibulaire profond accessoire passe en arrière de la malléole latérale. Donc quand on additionne les amplitudes, pardon, à peu de choses près, on va retomber sur l'amplitude du col de la fibula. Voilà ici un exemple qui est une innervation partielle du muscle court extenseur des orteils par le nerf fibulaire profond accessoire, le coup de pied, le col de la fibula, et la réponse ici en rétromalléolaire. Dans le cas où le muscle court extenseur des orteils est totalement innervé par le nerf fibulaire profond accessoire, et ça c'est exceptionnel, vous n'aurez pas, c'est un tracé qui m'avait été passé par Pierre Soichot lorsqu'on avait fait le premier travail, à ce niveau-là, aucune réponse sur le coup du pied, et en rétromalléolaire et en col de la fibula, une réponse qui sensiblement aura la même amplitude. Vous voyez que ça ne tombe pas toujours aussi bien que ça, mais globalement, c'est le pattern électrophysiologique de l'innervation complète du muscle court extenseur des orteils par un nerf fibulaire profond accessoire. La fréquence, je vous ai dit qu'il y avait discordance, hein, très clairement. Voilà la fréquence. Alors ça peut être discordant dans un sens ou dans un autre. Je vous ai cité l'asomose médian-ulnaire au niveau de l'avant-bras et du bras. Vous voyez ici que sur le nerf fibulaire profond accessoire, anatomiquement, on le trouve, la branche est présente dans 40% des cas. Électrophysiologiquement, on est à 13%. Dans 16, c'est une méta-analyse très intéressante et récente qui a été publiée en 2016. Dans 16% des cas, le court extenseur des orteils est innervé par le nerf fibulaire profond accessoire. Et lorsque le nerf fibulaire profond accessoire est là, vous voyez que c'est dans près de 80% des cas qu'il participe à l'innervation du muscle court extenseur des orteils. Une autre manière de voir les choses, c'est de prendre le muscle en lui-même pour aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Si vous prenez le muscle court extenseur des orteils, son innervation est classique, fibulaire profond seul, dans 87% des cas. Elle est mixte, profond et profond accessoire dans 12% des cas, et elle est profond accessoire seul, le tracé à ligne plate que je vous ai monté tout à l'heure, dans environ 1% des cas. Il est évident que ces notions anatomiques qui ont parfois circulé il y a quelques décennies sur les pieds totalement tibiaux, d'innervation totalement assurée par le nerf tibial, sont caduques. Ça fait partie des idées reçues. Il y en a encore quelques-unes qui circulent dans le domaine anatomie et NMG et qu'il faut balayer parce qu'elles sont maintenant complètement fausses. Voilà, donc je vais terminer sur cette partie-là, et en conclusion, je ne vais pas vous redonner les messages importants. Vous avez ce qu'il faut dans l'ouvrage et on vient d'en voir quelques-uns. Je voudrais peut-être simplement dire qu'il faut, et on en parlait avec Thierry lorsqu'il m'a proposé de faire cette intervention, peut-être réfléchir à la manière dont on peut transmettre les messages pédagogiques anatomiques de cette fameuse école du geste de l'électromyographie. Et alors évidemment, on était au départ parti sur des choses très réalité augmentée, utilisation des techniques actuelles, et on les utilise au laboratoire. On a la table de dissection virtuelle de type Anatomatch par exemple, mais ce n'est pas quelque chose qui peut remplacer la couche initiale. Et la couche initiale de la conception anatomique, c'est le cadavre. Et il faut au moins avoir vu une fois ce qu'il y a sous la peau et comment sont organisés les muscles, si on veut, encore une fois, dédramatiser ces risques potentiels qui souvent n'en sont pas lorsqu'on met un stimulateur ou une aiguille. Donc on a peut-être à réfléchir dans le cadre de la société à la manière dont on pourrait organiser ces sessions de sensibilisation anatomique et pour aider à la transmission du message pédagogique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, Laurent, je te remercie pour cet excellent exposé et je vous encourage, j'espère Thierry, qu'on pourra organiser ces séminaires d'anatomie, et je vous dis qu'à Besançon, c'est absolument fabuleux. J'en ai fait un la semaine dernière, c'est extraordinaire, j'ai appris plein de choses, malgré, comme je disais tout à l'heure, 30 ans d'électromyographie. Alors, est-ce que vous avez des questions à Laurent? Françoise. Ça marche. Merci Laurent pour cet exposé. Est-ce que tu penses, concernant le tibial postérieur, que l'on peut l'étudier et l'injecter par voie transtibiale antérieure?
Alors, Ce qui me paraît plus simple que la J'en ai voie. pas parlé parce que ça, c'est la voie des injecteurs de toxines. Je l'injecte par voie transtibiale antérieure, bien sûr, mais sous échographie. On passe à travers le tibial antérieur, on passe la membrane interosseuse qui est très visible en écho, et on injecte le tibial post. Alors, pourquoi pas préconiser ça et pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que d'abord, tout le monde n'a pas l'outil échographique. Et il faut maîtriser un peu les choses, mais totalement d'accord. Et dans la pratique courante, dans l'injection du tibial post, j'y vais par l'avant, en transtibial. Totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, je crois que... Merci, encore une fois. Merci.